Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous avez passé un bel été. Avant tout, je souhaitais savoir si vous m'entendiez bien et vous nous voyez bien. N'hésitez pas à exprimer cela sur le chat, dans l'onglet chat en haut, sur la droite de votre écran. Et une fois qu'on aura le hoc de départ, on pourra partir. Si jamais vous avez des difficultés de son, cela peut venir du fait que votre navigateur n'est pas le bon. Il faut utiliser de préférence Chrome ou Firefox. Sinon, si jamais vous avez un petit message au début du chat qui vous explique comment résoudre vos problèmes de son ou de vidéo, et si jamais ça ne fonctionne toujours pas, vous pouvez quitter la page et la réallumer. Normalement, ça devrait fonctionner. Ah, merci Emmanuel, je vois que c'est bon. On va peut-être attendre juste un nouveau message histoire de voir si jamais cela fonctionne pour tout le monde, et on peut faire partir la session. N'hésitez pas les participants à mentionner dans le chat, savoir si nous entendez bien. Bon, bah c'est parfait, super, on va pouvoir commencer. Donc, pour revenir à notre sujet du jour, donc voilà, on organise ce webinaire qui en fait s'inscrit dans un cycle de webinaires sur les aides et financements européens. C'est quelque chose, c'est une série de webinaires qu'on organise avec FI Group, qui est notre partenaire sur tout ce qui est financement d'innovation. Et donc l'idée, c'est de vous proposer une série de webinaires qui se nivellent par niveau de difficulté, c'est-à-dire qu'on avait fait un premier webinaire en avril sur les principes généraux de fonctionnement des aides européennes de façon générique. Et aujourd'hui, on va se concentrer sur un programme en particulier qui est l'EIC Accelerator, qui a un niveau de difficulté quasiment des plus simples dans le cadre des programmes européens. Pourquoi? Parce qu'il se fait par candidature individuelle et non par consortium et qu'il n'a pas de thématique prédéfinie. Donc, c'est une première étape qui peut être intéressante si vous n'avez jamais candidaté encore à des programmes européens. Ce programme-là est réservé exclusivement aux startups et PME innovantes et les financements servent à la mise sur le marché des nouveaux produits, des services et modèles commerciaux qui pourraient stimuler la croissance économique. Et donc, bien sûr, comme c'est une série de webinaires, on organisera plus tard un troisième webinaire avec un niveau de difficulté encore supérieur qui serait un focus sur un programme à consortium. Mais on reviendra vers vous pour vous informer de cela. Et les objectifs de ce webinaire, c'est de vous donner les bonnes pratiques en vue de dépôt de vos candidatures des dossiers dont la date butoir est prévue le 7 octobre. Donc, pour vous rappeler brièvement les fonctionnalités de l'outil, donc vous avez le chat pour exprimer tous vos problématiques techniques, j'ai un problème de son, je vous entends plus, etc. Vous avez l'onglet questions qui vous permettra de poser vos questions de fond. Donc, je vous invite vraiment à ne pas poser vos questions dans le chat, mais à les poser dans l'onglet questions. Il faut savoir qu'on a plusieurs moments dans le webinaire où on pourra répondre à vos questions. Et ensuite, vous avez l'onglet sondage. C'est des petites questions qu'on vous a posées à la fin de mieux cerner vos besoins sur le sujet et pourraient nous aider à évaluer la qualité de la conférence et améliorer notre dispositif pour le futur. Donc ça, c'est pour les fonctionnalités de l'outil. Ensuite, j'en profite pour vous rappeler que vous aurez à disposition à la fin du webinaire les contacts de Marlène Branca de FI Group. Vous aurez aussi le support de présentation à disposition et le replay du webinaire. Donc voilà. Maintenant, je vais me permettre de présenter les intervenantes à qui je remercie pour leur disponibilité. Donc, nous aurons une première intervention de Marlène Branca, qui est spécialiste des aides et subventions européennes pour FI Group. Nous aurons aussi l'intervention de Delphine Delabrosse, qui est Chief Financial Officer de Novolise. Et ce qui est intéressant, c'est que Novolise est lauréat de ce programme EIC Accelerator en décembre 2019 et qui est adhérent bien sûr de Syntec Numérique. Et pour votre information, Novolise développe des technologies innovantes pour aider les industriels agroalimentaires à fabriquer des aliments plus sûrs et à se conformer aux réglementations internationales en matière de sécurité alimentaire. Et leur approche repose sur une combinaison de solutions microbiologiques et d'avancées en matière digitale. Donc ça, voilà, c'était pour la petite présentation des intervenants du jour. Et sur le déroulé, ce qu'on va vous proposer, c'est une présentation des programmes cadres européens, leurs enjeux, les constats, les nouveautés qui vont arriver aussi. Ensuite, on fera le focus sur le dispositif EIC Accelerator, ses caractéristiques, les avantages pour les PME, les attentes de la Commission européenne. Et à la fin, on se concentrera sur comment ça fonctionne concrètement, c'est-à-dire les critères d'éligibilité, les avantages, les coûts, les dossiers de candidature, les critères de sélection, etc. Donc voilà, vous avez le cadre de ce webinaire. Je vais donner la parole à la première intervenante, qui est Marlène Branca pour FI Group. Donc la parole est à Marlène. Merci Marlène. Bonjour à tous, merci beaucoup pour cette introduction. Je vais partager mon écran. Je vous demande quelques minutes.
C'est bon, c'est affiché pour nous. Merci, Marlène. Super. Donc, je vais pas répéter le plan que vous venez de décrire. Je vais rentrer directement dans la première partie qui est un contexte sur les programmes cadres européens dans laquelle je vais présenter les enjeux, les constats qui ont été faits pour les PME à la fin du programme Horizon 2020 qui se termine au 31 décembre 2020, pardon, et les nouveautés pour le programme Horizon Europe qui démarrera officiellement au 1er janvier 2021. Comme vous le savez, depuis une quarantaine d'années, l'Europe, la Commission européenne plus précisément, a mis en place des programmes cadres européens pour le financement de la recherche et du développement en Europe. Donc, depuis les années 1980, il y a eu environ 7 programmes européens et cette année est marquée par la fin du programme Horizon 2020 et le début du programme Horizon Europe. Ces programmes le programme Horizon Europe, Horizon 2020 a duré 7 ans et le programme Horizon Europe durera 7 ans également. Ils ont tous les mêmes, entre guillemets, les mêmes enjeux. C'est d'une part renforcer la position de l'Union européenne dans le monde, dans le domaine de J'espère que vous m'entendez bien parce que mon ordinateur m'a affiché un message de... Oui, ça y est, il y a eu une petite coupure, Marlène, mais c'est bon, ça s'est remis en place. D'accord, super. Assurer la compétitivité de l'Europe en investissant dans des technologies et des métiers d'avenir au service d'une croissance intelligente, durable et inclusive, et ensuite prendre en compte les préoccupations des citoyens dans différents domaines, notamment la santé, l'environnement, les énergies propres. Tout ça dans l'ambition globale de renforcer l'attractivité de l'Europe de la recherche. Le programme Horizon Europe va se décomposer en 3 piliers. Un pilier 1 qui est dédié à la recherche fondamentale et ouverte. Un pilier 2 qui sera dédié aux thématiques prioritaires, donc ce sera des appels à projets thématiques, et un pilier 3 qui sera dédié à l'innovation et au transfert, et dans lequel s'intègre l'EIC Accelerator. Ces programmes sont ouverts à tout type de chercheurs, de la public et privé. Le constat qui a été fait à la fin du programme Horizon 2020 est qu'il existe de nombreux freins à l'innovation en Europe. Il y a vraiment un déficit d'innovation de rupture en Europe. On peut le voir d'ailleurs dans la figure en haut à droite, où l'on voit qu'il existe beaucoup moins de start-up qui proposent des innovations de rupture en Europe si l'on compare aux États-Unis ou en Asie. Et d'autre part, le chiffre d'affaires qu'elles génèrent est beaucoup moins important que sur ces 2 autres continents. Ce constat, on peut le relier directement à un deuxième frein qui est un frein de financement. En effet, il existe de nombreux financements publics qui vont permettre de financer des technologies jusqu'à leur pré-commercialisation et ensuite les investissements privés vont prendre le relais dès lors que les verrous technologiques liés à l'industrialisation sera levé. Et ce déficit va engendrer un réel problème qui est que de nombreuses startups vont tomber dans ce qu'on appelle communément la vallée de la mort. Ceci, on peut observer une grosse différence avec les États-Unis si l'on regarde la figure en bas à droite de l'écran, où l'on voit que ces investissements privés vont combler en grande partie ce déficit de financement qu'il existe en Europe, puisque les financements privés sont certaines années parfois 5 à 10 fois plus élevés qu'en Europe. Et le dernier frein à l'innovation qui a été relevé par la Commission européenne est qu'il existe un écosystème de financement extrêmement disparate et compliqué en Europe avec de nombreux mécanismes qui sont locaux, qui sont régionaux, nationaux, mais il n'y a pas vraiment de lien entre tous ces dispositifs et c'est compliqué parfois de s'y retrouver. C'est pourquoi, pour pallier à ce manque de financement qu'il existe aujourd'hui, le programme Horizon Europe, une des nouveautés notables du programme Horizon Europe est la Commission européenne a décidé de mettre en place un Conseil européen de l'innovation. Et ce conseil va permettre de soutenir les innovations de rupture à haut potentiel d'industrialisation, mais trop risquées pour des investisseurs privés. Ça va permettre d'apporter une assistance directe aux innovateurs
pour mettre au point des innovations, donc, comme je l'ai dit, de rupture, c'est-à-dire créatrices de nouveaux marchés ou qui vont ouvrir de nouvelles voies sur des marchés déjà existants. Et ce soutien, ça va se matérialiser par 2 dispositifs. L'EIC Pathfinder, qui sera une subvention qui permettra de financer des projets de l'étude de la faisabilité à la pré-commercialisation, donc pour des technologies qui ont des niveaux de maturité technologique compris entre 1 et 5. Et un deuxième dispositif sur lequel on va s'attarder aujourd'hui, qui est l'accélérateur, qui sera soit une subvention, soit un mix subvention capital investissement, et qui permettra de financer des technologies de la pré-commercialisation à l'industrialisation et la cession au marché, donc avec des TRL compris entre 6 et 9. On va ensuite, donc je vais rentrer dans les détails du dispositif avec ses caractéristiques, ses avantages pour les PME et les attentes de la Commission. Marlène, peut-être avant, on avait une question dans l'audience qui nous demandait quelle est l'ancienneté maximum pour une société afin de postuler. Est-ce qu'il y a un... Oui. Non, il n'y a pas d'ancienneté maximum pour postuler. Le seul critère est qu'il faut être une PME au sens communautaire, membre de l'Union européenne ou d'un pays associé. C'est parfait. J'en Alors, c'est une entreprise qui possède moins de 250 salariés, qui réalise un chiffre d'affaires de moins de 50 millions d'euros ou qui présente un total bilan inférieur à 43 millions d'euros. Et pour entrer plus précisément dans les détails, il faut faire attention aux entreprises partenaires et liées, mais on pourra en parler prochainement. Enfin, on ne va pas rentrer là-dedans, je pense. Merci Marlène, je vais vous laisser poursuivre, mais juste je rappelle à l'audience que vous pouvez poser toutes vos questions dans l'onglet questions et qu'on a des questions de sondage à disposition, donc si vous y répondez, c'est parfait. Voilà, je vous laisse poursuivre Marlène. Oui. Donc, dans les grandes lignes, comme je vous l'ai dit, cet accélérateur permet de financer des projets d'innovation technologique à fort potentiel de création de nouveaux marchés, accélérer le développement et la commercialisation, c'est un point extrêmement important, de vos solutions à l'international. C'est un des seuls programmes individuels que propose aujourd'hui la Commission européenne. Et c'est un programme, ce qu'on appelle bottom-up, c'est-à-dire qu'il est sans thématique. Je vais rentrer un petit peu plus dans les détails sur ce point juste après. Les bénéficiaires, comme on l'a dit, les PME au sens communautaire. Et le financement va prendre forme d'une subvention pour les technologies comprises avec des niveaux de maturité compris entre TRL 6 et 8 et d'un apport en capital pour au-delà du TRL 8, donc pour l'industrialisation et la commercialisation. Pour ce qui est de la subvention, le taux d'aide sera égal à 70% des dépenses éligibles du projet et l'aide sera comprise entre 0,5 et 2,5 millions d'euros. Pour le capital investissement, l'aide peut aller jusqu'à 15 millions d'euros, mais c'est une aide que vous pouvez demander de manière optionnelle. La durée du projet doit être comprise entre 12 et 24 mois. Et vous l'aurez compris, bien que cette aide est extrêmement avantageuse d'un point de vue financier, ce programme est extrêmement compétitif. Le taux de succès est inférieur à 5% aujourd'hui. La prochaine deadline de ce programme est la dernière de 2020 et est fixée au 7 octobre 2020. Néanmoins, c'est un programme qui va se renouveler chaque année avec plusieurs cut-offs, donc plusieurs échéances chaque année pour postuler. Les avantages pour les PME, ils sont multiples. Le premier, c'est que c'est un programme qui est individuel, c'est-à-dire qu'une PME peut candidater seule. Vous n'aurez pas de problème d'accord de consortium ou pas de difficulté à établir des partenariats avec des partenaires. Ensuite, le deuxième avantage est que le sujet est libre. Il n'y a aucune thématique imposée. En revanche, évidemment, il faut s'imposer dans les grandes lignes directives européennes. Alors, je peux vous en donner quelques exemples. C'est l'adaptation au changement climatique, la lutte contre le cancer, la santé des océans, des mers, des eaux côtières, les villes neutres pour le climat ou les villes intelligentes et l'alimentation durable et la santé des sols. Mais il y en a bien d'autres. Ensuite, le troisième avantage est que la subvention
qui est importante, elle peut aller jusqu'à 2,5 millions d'euros, elle va vous permettre de couvrir une partie du risque lié au développement et à l'industrialisation de votre projet. C'est 2,5 millions d'euros, c'est quand même non négligeable. Je jette un œil sur les questions. Alors en général, donc je vais répondre, Monsieur Poiseau, à votre question. La date de la prochaine échéance après celle d'octobre, il me semble que parfois il y a des cut-offs en janvier et puis en mai. Mais pour l'instant, on n'a pas du tout de vue sur la question. Je pense que les drafts des prochains appels à projets du programme Horizon Europe devraient tomber à la fin du mois de septembre. Et ensuite, pour le TRL 8, donc il s'agit de la pré-commercialisation, c'est-à-dire que votre technologie est testée et approuvée à échelle industrielle. TRL 9, c'est la commercialisation. J'espère avoir répondu à vos questions. Je continue avec la présentation. Donc, la subvention va vous permettre de couvrir une très grosse partie du risque lié à l'industrialisation et au scale-up de votre technologie. Le quatrième avantage est le capital investi. Pourquoi ça représente un avantage? Eh bien, parce que la Commission européenne, pour cette prise de capital, a choisi des investisseurs privés dans lesquels elle a confiance. C'est-à-dire que vous aurez un gage, c'est un gage de sécurité aussi pour une PME, de savoir que les investisseurs qui ont été choisis et qui vont investir dans son entreprise sont des gens qui ont été jugés comme de confiance par une grande institution qu'est la Commission européenne. Et ensuite, la Commission européenne peut décider, via le Bureau européen d'investissement, d'investir directement dans votre entreprise. Donc, vous auriez une part d'investissement public dans votre capital. L'aide mixte, son avantage est double. L'avantage pour vous, c'est que cela va vous permettre d'éviter une dilution trop importante de votre capital. Et l'avantage pour un investisseur est que, en fait, il s'agit d'un financement à moindre risque, puisqu'une partie du développement sera couverte par la subvention. Donc, c'est vraiment un investissement peu risqué pour un investisseur. Et ensuite, ça va vous permettre d'accroître votre visibilité. Je vais vous expliquer pourquoi. Puisque la Commission européenne a mis en place un label d'excellence. Et ce label d'excellence sera décerné aux projets qui ont été jugés excellents par la Commission européenne, même s'ils n'obtiennent pas l'aide. Donc, même si vous n'obtenez pas l'aide, vous aurez ce label d'excellence et ça pourra agir comme un effet de levier, en fait, pour aller chercher des capitaux privés. Alors, Monsieur Cos, votre question, au-delà du financement, est-ce qu'il est prévu des actions de conseil ou d'accompagnement pour les titulaires? Oui, je vais me permettre d'y répondre un tout petit peu plus tard dans ma présentation. Je vais donner la parole maintenant à Delphine. Donc, si je me souviens bien, Delphine, votre projet a été accepté en novembre 2019. Alors, on a passé l'oral en novembre, on a été accepté en décembre. Bonjour à tous. Voilà, c'était assez rapide entre l'oral et la décision finale. On a eu à peine 15 jours. D'accord. Et votre projet a démarré en avril 2020? En avril, le 1er avril, oui. C'est pas une blague. J'en profite pour les retardataires pour repréciser que Delphine Delaproze est Chief Financial Officer de Novolyse et Novolyse qui a été entreprise lauréate du programme EIC Accelerator en décembre 2019 du coup. Voilà, je vous laisse poursuivre. Est-ce que les avantages que nous avons énoncés ici étaient ceux que vous attendiez lorsque vous avez postulé? Est-ce que vous avez eu… Je vous laisse. Nous, le premier avantage, on voyait à assez court terme, c'est le financement d'un gros projet pour nous. Enfin, à notre échelle, on va avoir quasiment 3 millions de financement, ce qui est entre subventions et capital. C'est quasi fonds propres. Donc ça, pour nous, c'était énorme. Mais en fait, on s'est rendu compte a posteriori qu'il y avait d'autres choses qui étaient très bien.
Vous parliez de l'excellence qui a été attribuée, le saut d'excellence. Ça, c'est très bien. Il y a ils ressortent dans le rapport, en fait, à l'issue du rapport écrit, à l'issue du dossier écrit, ils sortent un rapport. Dans ce rapport, ils donnent les points forts. On peut les réutiliser auprès de nos clients, par exemple. Et enfin, on est en train de boucler une augmentation de capital là aujourd'hui. Donc voilà, et ça, c'est sûr que ça rassure nos futurs actionnaires. Ça rassure nos actionnaires actuels, ça rassure nos futurs actionnaires parce qu'ils disent si l'Europe suit, c'est que c'est un bon projet. Si l'Europe suit, c'est que ils vont donner de l'argent, c'est autant qu'on n'aura pas à donner. Et si l'Europe suit, c'est que en l'occurrence pour nous, ils ont fait des due deals et donc on en a moins à faire. Donc tout ça fait vraiment des avantages clés pour nous. Alors en plus dans une période qui a été un peu tumultueuse, il se trouve qu'on a eu aussi 55% de la partie subvention en avril. Ça tombait plutôt pas mal. Voilà. Je vous remercie. Alors, on va rentrer maintenant dans ce qu'attend la commission sur les projets qui sont présentés. Comme on l'a dit plusieurs fois, la cible, c'est des PME innovantes de haut vol avec des ambitions à minima européennes et dans l'idéal mondial. Si votre projet vise un marché national, c'est pas vraiment ce qu'attend la Commission européenne en termes de projet. L'idée d'innovation doit viser de nouveaux marchés et stimuler la croissance de votre entreprise. Et votre projet doit être non bankable. Alors, non bankable, on peut le résumer, il y a toute une définition, mais si on ne veut pas rentrer dans la complète définition, c'est un projet qui ne génère pas de chiffre d'affaires à l'heure actuelle et qui a été jugé trop risqué pour des investisseurs privés, car il comportait encore de forts risques technologiques. On a résumé un petit peu le projet idéal sous forme de SWOT mixte. En termes de force et d'opportunité, comme on l'a dit, c'est des innovations de rupture à haut niveau de maturité technologique. Le TRL doit être de minimum 6 et avec un fort potentiel de création de marché et un fort potentiel de création d'emplois. Et ensuite, les faiblesses et les menaces de votre projet et du marché, ce serait une technologie ne générant pas de chiffre d'affaires à l'heure actuelle et nécessitant des financements substantiels pour terminer le développement, avec évidemment de forts risques d'échec. Les impacts attendus de la Commission européenne sont économiques, mais sont également sociétaux et environnementaux. Économiques, vos ambitions de commercialisation doivent être à minima, comme je l'ai dit, européennes. Et votre projet doit avoir des retombées économiques importantes pour votre entreprise s'il voit le jour. Il doit avoir également une forte capacité, un des impacts sociétaux attendus est une forte capacité de création d'emplois de manière directe, c'est-à-dire le recrutement de commerciaux et de techniques au cours de ce projet pour pouvoir le développer et l'industrialiser, le commercialiser. Mais en termes d'impact sociétaux, on a également un impact sociétal qui est requis et qui est l'égalité homme-femme. Donc, je vais vous expliquer pourquoi. La Commission souhaite promouvoir fortement depuis l'année dernière les entreprises qui sont dirigées par des femmes. Et il s'applique des conditions spéciales aux entreprises qui vont candidater à ce dispositif PME Accelerator. Comme on va le voir par la suite, il y a 2 étapes dans l'instruction de ce dossier. Il y a une première étape qui est une instruction écrite et une deuxième étape qui est une instruction orale. Et la Commission européenne s'est fixée d'auditer, donc durant cette phase d'audition orale, 25% d'entreprises qui seront dirigées par des femmes. Donc, si vous avez des femmes de niveau C au sein de votre entreprise, vous augmentez drastiquement vos chances d'être retenu à ce programme. Et ensuite, la Commission européenne attend également de forts impacts environnementaux. Depuis assez longtemps, elle s'investit et elle essaye de réduire, de promouvoir des technologies qui auront un impact
positif sur l'environnement et sur la réduction de l'impact de l'Europe sur l'environnement. Elle a mis en place très récemment le Pacte vert pour l'Europe, ou le Green Deal, on l'appelle également Green Deal, qui définit toutes les grandes thématiques sur lesquelles l'Europe souhaite s'investir pour réduire son impact sur l'environnement. Donc évidemment, si vous vous intégrez dans ces thématiques, vous aurez également de fortes chances d'être retenu à ce programme. Ah, nous avons une entre-temps qui nous demande s'il y a des conditions économiques d'ancienneté sur l'entité qui porterait le projet. Alors l'ancienneté, on y a répondu, mais est-ce qu'il y a des conditions économiques? Les conditions économiques, oui, bien sûr. Alors, je vais y revenir un peu plus tard, mais il faut, donc comme je vous l'ai dit, sur la subvention, le taux de financement est de 70% des dépenses éligibles. Donc, vous devez être en capacité de financer les 30% du projet qui ne sont pas subventionnés par l'Europe. Mais je vais y revenir un peu plus tard. Et ensuite, vous devez répondre aux critères de stabilité financière selon la Commission européenne. Donc ça, c'est un calcul à effectuer qui prend en compte vos fonds propres, vos réserves, le report à nouveau, le chiffre d'affaires. Et ce calcul va vous dire si vous êtes stable, entre guillemets, selon la Commission européenne. Merci Marlène. Et pour répondre sur la deuxième partie de Jean-Pierre, il n'y a pas d'ancienneté, il n'y a pas de condition d'ancienneté. C'est juste qu'il faut être une PME au sens européen du terme. Voilà. Oui, exactement. Donc maintenant, je vais rentrer dans les principes généraux de fonctionnement du programme. Les critères d'éligibilité, je vais passer très vite parce qu'on en a vu une grande partie. Un niveau de maturité technologique avancé, minimum 6 pour la subvention et au-delà de 8 pour le capital investissement. Être une PME, membre de l'UE ou de pays associés. Et c'est un programme, il ne faut pas oublier que c'est un programme individuel, donc votre budget sous-traitance ne doit pas excéder les 30% de votre budget global. Et enfin, les coûts qui vont être présentés dans ce programme, d'une part, ne doivent pas avoir démarré et d'autre part, ne doivent pas faire l'objet d'un autre financement. Les activités financées sont… Alors, on en a résumé ici quelques-unes, mais globalement, pour faire très simple, donc l'Europe découpe le budget en coûts directs et en coûts indirects. Dans les coûts directs, on va trouver les coûts directement liés à l'exécution du projet. Donc, vous aurez les dépenses de personnel qui travailleront directement sur le projet, les amortissements des investissements sur la durée du programme, globalement toutes les dépenses, les frais de voyage, toutes les dépenses qui concourent à l'exécution de votre projet, à l'exception des dépenses de CAPEX. Donc, tout ce qui est investissement, par exemple, création d'un laboratoire, toutes ces dépenses-là ne seront pas prises en compte parce que c'est considéré comme des investissements non R&D. Et ensuite, à ces coûts directs, qui vont représenter 70% des dépenses éligibles de votre projet, l'Europe va vous attribuer des coûts indirects sous forme forfaitaire, donc sans aucune justification nécessaire, qui représentera 25% des coûts directs de votre projet. Le dossier de candidature. Il comporte 4 documents, donc sur lesquels on va s'attarder un petit peu. Le document 1, c'est le proposal template, ou ce qu'on appelle en français la matrice technique, qui comporte 3 sections. La section excellence, la section impact et implémentation, et chacune compte pour 1/3 de la note. La note minimale que vous devez obtenir pour être retenu est de 13 sur 15. Donc, comme vous le voyez, c'est extrêmement compétitif. Je vais revenir un peu plus tard, un petit peu dans juste après d'ailleurs, sur les détails de ces sections. Mais ce qui est très important de retenir, c'est que le document doit faire 32 pages max. 2 pages pour la page de garde, le résumé et le sommaire, et 30 pages de contenu. Si vous déposez avant la deadline un dossier qui fait plus de 32 pages, vous allez recevoir un petit message d'erreur de la Commission européenne qui vous dira de réduire un petit peu la taille de votre dossier. Si vous ne le faites pas, toutes les pages excédentaires seront rendues invisibles par la Commission et les évaluateurs ne pourront pas vous évaluer sur ces pages excédentaires. C'est pour ça que je m'attarde un petit peu sur ce critère qui est extrêmement important. Il faut que votre dossier soit concis et précis. Également, sur le
sur les évaluateurs qui évalueront votre dossier. Ce ne sont pas que des évaluateurs techniques. Il y aura des évaluateurs techniques, des marketeurs, des commerciaux et des potentiels investisseurs. C'est pourquoi la manière dont vous allez rédiger le dossier est extrêmement importante. Il faut qu'il soit suffisamment technique pour un expert de votre domaine, mais il faut aussi qu'il soit extrêmement clair et simple pour un potentiel qui soit lisible pour un potentiel investisseur ou une personne qui a un profil plutôt commercial. Donc c'est tout l'art en fait de clarifier et simplifier sans vulgariser pour rester dans la technicité de votre technologie. Le document 2 comporte 3 annexes. L'annexe 1 qui est la sécurité éthique, en fait ça concerne toutes les technologies duales ou par exemple les biotechnologies. L'annexe 2 c'est les CV, profil de l'équipe et l'annexe 3 c'est tous les autres documents que vous souhaitez joindre à votre dossier et notamment, et ce qui est fortement recommandé, des lettres d'intention. Le document 3, c'est l'annexe 4, c'est l'annexe financière du projet. Dans cette annexe, vous allez devoir réaliser des projections financières sur 6 ans, donc un plan de financement prévisionnel, un compte de résultats prévisionnel sur 6 ans, comprenant la durée de votre projet. Et le document 4, il est extrêmement important, c'est le pitch deck. Le pitch deck, c'est le document que vous allez présenter si vous êtes retenu à l'audition. Il doit être extrêmement clair et sachez que vous ne pourrez pas, il devra être soumis en même temps que le document 1 et vous ne pourrez pas le retravailler avant l'audition. Donc, il est extrêmement important de s'attacher à le présenter de la même manière que votre document initial. Aussi, je pense que Delphine pourra en parler juste un peu plus tard dans la présentation du pitch deck. On va s'attarder un petit peu sur la question. La présentation dure 10 minutes. C'est extrêmement court, c'est 10 minutes de présentation et 30 minutes de questions. Donc, les évaluateurs qui seront là, de la même manière que pour le dossier, auront différents profils. Donc, il faut vraiment être extrêmement préparé pour ce pitch deck. Je vais juste vérifier que je n'ai rien oublié de vous dire sur ce pitch deck qui est très important. En attendant, merci Marlène. En attendant, je vous rappelle que vous pouvez poser toutes vos questions dans l'onglet questions. Nous avons plusieurs moments prévus dans le webinar et que vous avez aussi des questions de sondage à disposition qui nous permettront de mieux cerner vos besoins et d'améliorer nos prochaines séances de webinar sur le sujet. Donc, n'hésitez pas à répondre à ces questions de sondage et à poser toutes vos questions pratiques. Marlène ou Delphine pourront y répondre au fur et à mesure. Voilà, merci. Ok. Peut-être que Delphine, vous souhaitez intervenir maintenant pour partager un petit peu votre expérience sur le pitch deck? Oui, alors comme vous disiez, c'est extrêmement rapide. 10 minutes, c'est décompté. Hein, c'est à la seconde. Hein. Il faut faire moins que les 10 minutes ou juste 10 minutes, mais pas plus. Nous, ce qu'on nous avait conseillé, donc en fait, on envoie la présentation bien avant. Je crois qu'on l'avait envoyé en octobre, il me semble, en même temps que le reste. Et donc après, on ne peut plus changer. Hein. Donc les slides, elles ne bougent plus. Et il faut vraiment bien préparer tout ce qu'on va dire, quelle phrase, quel mot, on l'a vu, on l'a revu, on a répété. Bon, bien sûr, c'est en anglais, mais bon, ça, j'imagine que ceux qui font des dossiers comme ça sont prêts à le faire en anglais. Mais bon, il faut vraiment que ce soit fluide. Et puis, typiquement, la personne qui a parlé avant moi a pris plus de temps, donc il a fallu que je réduise moi mon temps sur mes slides. C'est assez intense. Comme vous disiez, il y a une quinzaine de membres du jury qui viennent d'horizons totalement différents, qui ensuite posent des questions totalement différentes. Voilà. Alors nous, à l'époque, on n'avait pas demandé de capital, mais c'était assez nouveau, donc on n'était pas tout à fait sur ce sujet-là. Et en fait, on nous a demandé si on en voulait bien. On a dit pourquoi pas. Et donc effectivement, à la fin, quand on a été pris, on a vu que c'était finalement presque un tiers de subvention, 2 tiers de capital.
Donc, c'était un peu la surprise, mais bon, voilà, c'était pas non plus un drame. Mais voilà, pour l'oral, vraiment, mon conseil, c'est pas de savoir par cœur, mais presque quand même. Hein. On en est là. Et effectivement, nous étions 3, dont moi, dont une femme, et effectivement, on nous avait conseillé d'avoir des femmes. Merci. En ce qui concerne la matrice technique, donc le proposal template, comme je vous l'ai dit, 3 parties, excellence, impact et implémentation ou mise en œuvre, qui comptent pour chacune un tiers de la note. Ce qui est important aussi de noter, c'est que la note minimale sur chacune de ces 3 parties que vous devez obtenir est de 4 sur 5. Si parmi ces 3 parties, vous en avez une qui est à 3 sur 5, vous ne pourrez être retenu sur ce programme. Donc, encore une fois, ça montre la compétitivité de ce programme. Dans la partie excellence, vous allez devoir convaincre les évaluateurs que votre innovation, elle est vraiment incroyable, que votre produit ou votre processus ou service est disruptif et qu'il a le potentiel de changer la dynamique du marché. Il faut également montrer la valeur ajoutée et ce qui est très important, c'est de montrer en quoi vous êtes différent de vos concurrents, qu'est-ce qui marque votre différence, mais aussi qu'est-ce que vous allez apporter par rapport à l'état de l'art international. Et également que vous êtes conscient qu'il y a des risques, mais que vous les maîtrisez, et c'en est de même pour la réglementation. Dans la partie impact, donc on en a parlé un petit peu des impacts attendus par la Commission européenne, il va falloir démontrer votre stratégie commerciale, les impacts économiques donc ambitieux, comme je l'ai dit, à minima européens, et si possible à l'international, et l'impact en termes de croissance que ça représente pour votre entreprise. Il faut aussi s'attacher à montrer, si vous allez générer de la propriété intellectuelle, et c'est fortement recommandé, il faut aussi bien expliquer qu'il n'y a pas de problème en termes de liberté d'exploitation et comment vous allez générer cette propriété intellectuelle et l'exploiter. Et enfin, la mise en œuvre. Donc là, vous allez devoir convaincre les évaluateurs tout simplement que vous allez y arriver. Donc, il va falloir montrer votre plan de développement, donc d'un point de vue R&D, mais aussi votre plan d'un point de vue commercialisation. Vous allez devoir décrire les profils de votre équipe, à la fois techniques et commerciaux. Et si vous manquez de profils techniques, quelles sont les personnes que vous avez choisies pour compléter vos équipes, que ce soit des recrutements ou des partenaires, et pourquoi vous avez choisi ces personnes-là. Et enfin, il va falloir montrer dans cette partie, donc décrire un petit peu les avantages financiers que va représenter cette aide et son incitativité. C'est-à-dire en quoi elle va vous permettre de développer plus rapidement votre produit, et ceci va coïncider avec une opportunité marché. Ça, ce serait l'idéal. Ou en quoi, donc soit ça va vous permettre d'aller plus vite, soit ça va vous permettre d'aller plus loin. J'ai vu qu'il y avait une question. Alors, vous avez dit que la commission finance 70%. Alors non, en termes de financement, sur la partie subvention, c'est votre entreprise qui doit être en capacité de financer, dès lors que vous êtes retenu, les 30% du budget. La partie capital investissement n'intervient qu'au-delà du TRL 8, donc sur la pré-commercialisation et sur l'industrialisation et la commercialisation, mais pas avant. Je continue. Delphine, donc si je me souviens bien, vous nous aviez dit que vous aviez déposé votre dossier 2 fois. Oui, tout à fait, oui. La première fois, en fait, on a été rejeté, mais on a persévéré et on a redéposé un dossier qui, lui, a été pris pour passer l'oral, en fait. On a été admissible, on va dire, et puis ensuite admis. D'accord. Et est-ce que vous aviez, pardon, excusez-moi Marlène, est-ce que vous aviez eu les raisons de ce premier refus? Pas tout à fait. Et puis, en fait, le format a changé entre les deux. Donc, en fait, on a fait énormément de changements entre la première version et la deuxième version. Donc, non, pas tout à fait. Mais je crois qu'aujourd'hui, c'est plus organisé.
parce que maintenant, on a ce rapport. Alors nous, on a eu le Seal of Excellence, mais même si on n'a pas le Seal of Excellence, on a le rapport quand même, avec des notes sur 5 sur chacune des rubriques. Et donc, je pense qu'il y a moyen d'ajuster sur les points qui flanchent un peu. D'accord, merci. Et du coup, Marlène, est-ce que vous savez, vous, de votre côté, combien de dépôts en moyenne sont nécessaires pour pouvoir réussir au final? Est-ce que vous avez des statistiques ou pas du tout là-dessus? Alors, c'est très rare d'être pris au premier dépôt, ça c'est clair. Après, en termes de statistiques, nous, on n'a pas vraiment de statistiques. D'accord, merci. Alors, donc, en ce qui concerne la procédure de dépôt et les délais d'instruction, la procédure de dépôt, elle est extrêmement simple. Tout se fait via le portail du participant, qui est le point d'entrée pour toute demande sur le site de la Commission européenne. Il va vous permettre de rechercher des opportunités de financement, de télécharger les documents, de soumettre votre proposition. Donc la difficulté ne réside absolument pas dans le dépôt du dossier, mais surtout dans la préparation de ce dossier. En ce qui concerne le processus d'évaluation, donc là, depuis 2019, on a un processus d'évaluation en 2 étapes. On a la première étape donc de soumission. À la fin de cette soumission, il y a 4 évaluateurs qui vont évaluer votre dossier. Et sur ce point, je vais revenir un moment sur la slide précédente. Parce que j'ai oublié une petite information qui est très importante. Sur le portail sur le participant de portal, vous allez trouver deux documents qui sont très importants et que vous devrez absolument, enfin, à mon avis, regarder avant de déposer votre dossier. Le premier, c'est la grille d'évaluation qui est publique. En fait, tous les documents européens sont publics. La grille d'évaluation que vont utiliser les évaluateurs lors de l'évaluation papier, donc l'évaluation écrite de votre dossier, est disponible en ligne. Donc, c'est très intéressant de la lire avant de rédiger votre dossier pour savoir sur quels critères votre projet va être évalué. Et la deuxième information très importante est que la liste des évaluateurs est également en ligne. Ça veut dire que si vous voyez dans cette liste une personne qui travaille sur une technologie concurrente, vous avez totalement le droit d'en informer la commission et de le faire retirer de la liste pour l'évaluation de votre dossier. OK. Le processus d'évaluation, donc la soumission. Une fois que les 4 évaluateurs ont évalué votre dossier sera noté. Seuls les dossiers qui ont obtenu la note minimale de 13 sur 15 seront retenus au programme. Ensuite, ces dossiers vont être classés par note, donc par note décroissante. Oui. Et pour l'audition, seront retenus tous les dossiers dans la limite de 2 fois le budget alloué à la call. Ça veut dire qu'à la fin de l'audition, 50% des entreprises seront retenues. J'espère être claire. Et donc, à la fin de cette audition, il y a la sélection des lauréats est effectuée et vous savez si vous obtenez cette aide. En termes de calendrier, c'est un des processus les plus courts qu'il existe. Donc, en 6 à 7 semaines, vous serez informé, donc après le dépôt de votre proposition, 6 à 7 semaines plus tard, vous serez informé des résultats. Si vous êtes pris pour les auditions, vous le saurez 3 à 4 semaines après le dépôt de votre dossier. Ce qui veut dire est que si, malheureusement, après 3 à 4 semaines, après le dépôt de votre dossier, vous n'avez aucune nouvelle de la Commission européenne, il y a de fortes chances que vous ne soyez pas retenu pour les auditions. Donc, ça fait un délai de 1 mois, c'est extrêmement court. Si vous êtes retenu après les auditions, vous aurez 2 à 3 mois pour signer votre convention. Et dans le cas où vous vous voyez proposer du capital investissement ou si vous avez demandé évidemment du capital investissement, la Commission européenne va lancer en même temps que la signature de la convention, donc 1 mois après, 1 mois environ à peu près les résultats, un processus que l'on appelle le processus de due diligence.
En fait, c'est assez courant hein, dans les processus d'apport en capital. Il s'agit juste de vérifier un petit peu le niveau de risque d'investir dans votre entreprise. Et une fois que ce processus de due diligence est terminé, la commission va choisir soit d'investir directement dans votre entreprise, soit de faire appel à des investisseurs privés de confiance. Mais de ce côté-là, vous n'aurez pas d'inquiétude puisque vous aurez toujours la main sur le choix de ces investisseurs. Vous n'êtes pas obligé de prendre les investisseurs de la commission si vous n'en avez pas envie. Delphine, en termes de calendrier, c'est ce qui s'est passé pour Novolis? Oui, c'est à peu près ça. C'est vrai que ça a été assez rapide en termes de réponse. Ça, je dois dire que c'est très appréciable. Super. Et comme vous l'avez dit précédemment, vous avez reçu 55% de la subvention dès le démarrage du projet. Oui, c'est ça, en avril. En fait, pour être tout à fait clair, en fait, on aurait bien commencé le projet un peu plus tôt, mais comme la subvention, on savait qu'elle n'arriverait pas avant 2-3 mois facile, on a fait démarrer le projet un peu plus tardivement. D'accord. Enfin, en termes de gestion de projet, donc une fois que votre projet est retenu, c'est très simple, hein, tout se fait via le portail du participant. Et il faut bien faire attention, évidemment, à donner les livrables et les jalons en temps et en heure à l'Europe, de manière à pouvoir percevoir le restant de la subvention que vous ne percevrez qu'à la fin de votre projet. Donc le reporting est assez important, mais la commission c'est un suivi bienveillant de votre projet, c'est-à-dire que s'il y a des évolutions dans votre projet, il suffit d'en informer votre project officer et de voir avec lui comment réagencer les étapes. Et la dernière slide de cette présentation, c'est juste pour votre information, la BPI propose depuis 2017 un dispositif qui s'appelle le dispositif Diagnostic Europe et qui va vous permettre d'être informé d'une part sur les programmes européens qui sont financés par la Commission, d'évaluer la pertinence de votre candidature au programme et d'être accompagné dans la rédaction et le montage de votre projet. Donc, comment ça se matérialise? Il s'agit d'une subvention que vous pouvez percevoir si vous faites appel à un cabinet de conseil qui est référencé par BPI. Et cette subvention représente 50% des dépenses éligibles du montage dans la limite de 20 000 euros. Je vous remercie de votre attention. Super, merci beaucoup Marlène, merci beaucoup Delphine pour cette présentation. Peut-être qu'on se dit qu'on se laisse 2-3 minutes pour pouvoir répondre aux questions qui resteraient de la part de l'audience. Donc je vois que là il n'y en a plus, donc n'hésitez pas, on attend encore quelques minutes pour poser vos dernières questions. Et peut-être d'ici là, et à titre de début de conclusion, je vous poserai une question chacune, Marlène et Delphine. Ça serait du coup si vous aviez un principal conseil à donner autour des candidatures sur ce programme-là, lequel serait-il? Je vais peut-être commencer. Moi, je dirais qu'il faut être accompagné parce que c'est très spécifique. Et je pense, alors on n'avait pas été accompagné par FI Group, mais parce qu'on les connaissait pas, mais sans la société qui nous a accompagnés, je pense qu'on n'aurait pas eu ce projet. C'est vraiment très spécifique, très cadré. Il faut connaître les attentes. Ils ont relu nos rapports, relu nos présentations, réajusté et ils nous ont fait répéter. Enfin, c'est un vrai travail. Alors après, on leur donne un peu d'argent, mais on en reçoit plus. Merci Delphine. Et le vote, Marlène? Alors, moi, j'en ai des millions, mais si je vais résumer, donc ce qui est très important, c'est le proposal template. Donc, il faut vraiment prendre en compte les personnes qui vont lire votre dossier. Le profil qui est pluriel des évaluateurs est clé dans la réussite de votre projet. Et ensuite, centré sur un projet d'innovation de rupture. Voilà, une innovation technologique de rupture. D'accord, merci Marlène. Je vois qu'il n'y a pas de questions dans l'audience, de nouvelles questions. Du coup, j'en profite juste pour vous rappeler que pour terminer, on a encore des questions. Ah, si, il y a une question qui arrive, pardon.
C'est encore Jean-Pierre qui nous demande si les 30% à financer par l'entreprise est du cash qui peut être généré ou mobilisé après le début du projet. Alors, il vaut mieux répondre à ce, enfin, c'est pas il vaut mieux, c'est il faut répondre à ce critère, donc des 30% au dépôt du projet. En général, il faut être capable de financer sur le montant de ses fonds propres les 30%, ou si ce n'est pas le cas, montrer que vos investisseurs vont investir donc en capital dans votre entreprise, donc avec des lettres d'intention, mais ce programme est très compétitif, donc tous les processus de levée de fonds que vous devrez effectuer pour être en mesure de couvrir ces 30%, à mon avis, doivent être effectués avant le dépôt. Merci Marlène. Et du coup, on va passer à la conclusion. Juste entre-temps, je vous rappelle qu'il y a des questions de sondage qui sont ouvertes. Donc, si vous pouviez nous répondre à ces questions, ça nous serait très bénéfique. Et sinon, je vais remercier chaleureusement du coup nos deux intervenantes, donc Delphine Delabrosse de Novolise pour son retour d'expérience et Marlène Branca de FI Group pour la présentation générale et le détail autour de ce programme-là. J'espère que ces informations vous seront utiles en vue des dépôts des candidatures. Donc, je rappelle, la date butoir est le 7 octobre, il me semble. Donc, vous avez un bon mois encore pour absorber ces conseils, vous rapprocher de Marlène si besoin et candidater de la façon la plus optimale. Je vous rappelle qu'à la fin de cette session, dans la journée, vous recevrez le support de présentation dans lequel vous pourrez retrouver les coordonnées de Marlène ainsi que le lien replay du webinar. Et qu'on vous prépare aussi pour les semaines à venir d'autres focus programmes avec peut-être un niveau de difficulté supplémentaire et des programmes à consortium. Donc voilà, je voulais vous remercier pour votre présence, remercier aussi les intervenantes, vous souhaiter une bonne journée et de vous dire à bientôt pour un prochain webinar. Merci encore à tous. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir.